À 3h14 du matin, 12 drones ukrainiens de type Lyoti franchissent la crête de l'Oural. Pas le Dniepr, pas la frontière russe, pas le périmètre extérieur du réseau de défense aérienne de Moscou que l'Ukraine sonde depuis 18 mois. L'Oural, la frontière géographique qui sépare la Russie européenne de la Sibérie depuis l'époque des tsars. La frontière qui signifiait sécurité en 1812 quand Napoléon brûlait Moscou sans pouvoir atteindre Yekaterinbourg. La frontière qui signifiait sécurité en 1941 quand les colonnes blindées allemandes avançaient à portée de vue des tours du Kremlin et que les usines soviétiques étaient évacuées vers l'est, au-delà des montagnes, pour continuer à produire les armes qui retournèrent le cours de la guerre. L'expression derrière l'Oural a signifié à l'abri de l'invasion dans la pensée stratégique russe pendant plus de 200 ans. Elle signifiait sécurité quand la Russie avait de la cavalerie. Elle signifiait sécurité quand la Russie avait des armes nucléaires. Et elle signifiait encore sécurité la semaine dernière quand le premier drone ukrainien était apparu au-dessus du corridor d'approche est d'Yekaterinbourg et que l'aéroport avait été fermé pour la 3e fois. Elle ne signifie plus sécurité à 3h14 du matin ce jour-là, quand 12 drones franchissent la ligne de crête sur un itinéraire que l'opérateur principal Mykola Petrenko a calculé au cours de 11 jours de planification. Un itinéraire qui ajoute 440 km à l'approche directe, précisément pour traverser l'Oural au col de Verkouria, là où la crête descend à 410 mètres au-dessus du niveau de la mer et où l'horizon radar de la batterie Sol-Air qui protège Yekaterinbourg par le sud-ouest est géométriquement limité à 31 km contre une cible volant à 60 mètres d'altitude. La batterie Sol-Air couvrant Yekaterinbourg avait été positionnée pour défendre la ville contre les menaces venant du sud-ouest, d'Ukraine, de l'OTAN, des axes que les planificateurs stratégiques russes avaient identifiés en 2019 comme les directions de menace. Personne n'avait positionné une batterie pour défendre Yekaterinbourg depuis l'Est, parce que l'Est est derrière l'Oural. L'Est est sûr. Les 12 drones qui franchissent l'Oural par l'Est à 3h14 du matin ne viennent pas directement d'Ukraine. Ils ont pénétré dans l'espace aérien russe depuis la frontière kazakh 6 heures auparavant, à 21h14 la veille au soir. Ils ont volé vers le nord-est à travers le corridor d'Orenbourg, puis ont viré vers le nord-ouest au-dessus de la steppe de Tcheliabinsk, avant de franchir la crête méridionale de l'Oural au col de Verkouria, à une altitude de 80 mètres au-dessus du terrain. Le radar de recherche de la batterie Sol-Air d'Yekaterinbourg est orienté vers le sud-ouest. Les drones franchissent la crête depuis l'est. La batterie ne les a pas vus traverser parce qu'elle regardait dans l'autre direction. Petrenko observe 12 points verts sur son écran, dans le centre d'opération d'Odessa, à 3h14 du matin. Il les suit depuis 6 heures, depuis que le premier drone a franchi la frontière kazakh à 21h14 la veille. 6 heures à regarder 12 points se déplacer vers le nord-est, puis vers le nord-ouest, puis au-delà de la crête de l'Oural. L'itinéraire qui ajoute 440 km à l'approche directe. L'itinéraire qui transforme une frappe de 1800 km en une frappe de 2240 km. La portée opérationnelle maximale du drone Lyoti dans la configuration utilisée ce soir est de 2300 km en vol de suivi de terrain, consommant 23% de carburant en plus qu'en altitude de croisière. La marge de carburant est de 60 km. Si un drone dévie de plus de 30 km de l'itinéraire planifié, le calcul de carburant devient défaillant. 11 jours de planification pour produire un itinéraire qui utilise 96,8% de la marge de carburant disponible, ne laissant que 3,2% pour l'approche terminale vers la cible. La cible n'est pas l'aéroport d'Yekaterinbourg, qui a déjà été fermé 3 fois. L'aéroport est une cible de perturbation. La cible est le combinat électrochimique de l'Oural dans la ville fermée de Novaralsk, 64 km au nord d'Yekaterinbourg. C'est une cible de production. L'installation fabrique les cascades d'enrichissement d'uranium qui fournissent le combustible nucléaire des sous-marins russes et produit également les composants céramiques de précision utilisés dans les systèmes de guidage du missile Sol-Air Tor M2. Le composant spécifique en question est un boîtier de gyroscope en céramique d'oxyde de zirconium qui permet au missile 9 M331 du Tor M2 de maintenir sa précision de guidage dans la phase d'interception terminale. Ce composant a été identifié en mars 2026 par le renseignement ukrainien sur la guerre de drones comme l'élément le plus difficile à remplacer dans la chaîne de production de défense aérienne à courte portée de la Russie. L'usinage de céramique d'oxyde de zirconium à la précision requise pour les composants de guidage de missiles nécessite des équipements que la Russie n'a pas pu se procurer depuis que les sanctions de 2022 ont coupé les exportations de machines-outils allemandes et japonaises. Le combinat électrochimique de l'Oural abrite la dernière installation opérationnelle d'usinage de précision en oxyde de zirconium en Russie, capable de produire ce composant selon les tolérances requises. Détruire cette installation n'élimine pas immédiatement les stocks russes de Tor M2. La Russie dispose de réserves de missiles 9 M331.
Détruire l'installation de l'Oural retarde la production de remplacement. Cela prolonge la période durant laquelle chaque missile tiré par une batterie Tor M2 russe défendant contre des drones ukrainiens est un missile de plus vers un stock qui ne peut pas être reconstitué au même rythme qu'il se dépense. 11 jours de planification pour un composant céramique. Une installation à 2240 km d'Ukraine que personne n'avait songé à défendre par l'Est, parce que l'Est est derrière l'Oural, et que l'Oural est sûr. 2240 km, 11 jours, un composant céramique, 60 km de marge de carburant. Pour comprendre ce que Petrenko a construit au cours de ces 11 jours, il faut comprendre pourquoi le franchissement de la frontière kazakh est l'innovation opérationnelle précise qui rend la frappe sur Yekaterinbourg possible, et pourquoi elle n'avait jamais été tentée auparavant. Chaque frappe ukrainienne de longue portée précédente avait pénétré dans l'espace aérien russe depuis le territoire contrôlé par l'Ukraine ou par l'approche de la mer Noire. L'approche par la mer Noire fonctionne pour les cibles dans le sud de la Russie. L'approche par la frontière ukrainienne fonctionne pour les cibles dans l'ouest de la Russie, jusqu'à Moscou à 850 km, Yekaterinbourg à 1800 km de la frontière ukrainienne et 950 km au-delà de Moscou. L'approche directe depuis l'espace aérien ukrainien vers Yekaterinbourg traverse 6 zones de couverture de batteries sol-air, 2 corridors d'interception de chasseurs-intercepteurs et la plus forte concentration de défense aérienne russe hors du périmètre défensif de Moscou. Le système de défense aérienne intégré du district militaire de l'Oural avait été spécifiquement renforcé en 2024 après que les premières frappes ukrainiennes sur des installations du Tatarstan eurent démontré l'insuffisance de la défense aérienne russe à l'est de la Volga. Petrenko a consacré 3 de ces 11 jours à étudier l'approche directe et a conclu qu'elle n'était pas viable avec la capacité actuelle des drones. Il a ensuite passé 4 jours à étudier la frontière kazakh. Le Kazakhstan n'est pas belligérant dans la guerre russo-ukrainienne. Il a maintenu une neutralité formelle. Il partage 7600 km de frontière avec la Russie. Une partie significative de cette frontière, dans les régions d'Orenbourg et de Tcheliabinsk, dispose d'une infrastructure minimale de surveillance frontalière russe, parce que la doctrine russe de sécurité des frontières alloue les moyens de surveillance en fonction de l'évaluation des probabilités de menace. Et en 2019, quand l'allocation de surveillance actuelle a été établie, la probabilité d'une menace pénétrant le territoire russe depuis la frontière kazakh était évaluée comme négligeable. La surveillance de la frontière kazakh dans le corridor d'Orenbourg utilise des installations radars fixes aux positions connues et aux lacunes de couverture connues. Le processus de planification de Petrenko a inclus 4 jours de cartographie des lacunes de surveillance, en utilisant des données de renseignement de signaux provenant d'opérations de drones de reconnaissance ukrainiens dans la région. Les lacunes sont réelles. Le corridor d'Orenbourg présente un tronçon de 340 km de frontière russe où la couverture radar a une zone aveugle en altitude en dessous de 120 mètres, s'étendant jusqu'à 28 km depuis la frontière. Un drone volant à 80 mètres d'altitude peut traverser ce tronçon de frontière sans déclencher de retour radar sur aucune des installations de surveillance fixe. L'itinéraire de Petrenko traverse le corridor d'Orenbourg à 80 mètres d'altitude à travers la lacune de surveillance de 340 km. Les drones pénètrent dans l'espace aérien russe depuis le Kazakhstan sans déclencher une seule alerte radar. Ils volent vers le nord-est à travers la steppe de Tcheliabinsk pendant 2 heures à 80 mètres. Ils franchissent le col de Verkhoria sur la crête méridionale de l'Oural. À 3h14 du matin, ils descendent le versant est de l'Oural en direction d'Yekaterinbourg. Depuis l'est, la direction que personne ne surveille. À 3h19 du matin, le centre de coordination de la défense aérienne régionale d'Yekaterinbourg reçoit sa première alerte. Non pas de la batterie sol-air, mais d'un radar de l'aviation civile à l'aéroport local qui effectue son balayage standard de surveillance des approches et détecte 12 petits contacts approchant par le nord-est à basse altitude. L'opérateur radar civil classifie les contacts à 3h19 et 44 secondes. Ce ne sont pas des aéronefs civils, ni par leur vitesse, ni par leur profil d'altitude. Il transmet une alerte au centre de coordination de la défense aérienne régionale à 3h19 et 51 secondes. L'officier de permanence du centre lit l'alerte à 3h20 du matin. 12 contacts par le nord-est. Il regarde son écran. La batterie sol-air sur le périmètre sud-ouest n'indique rien depuis le sud-ouest, rien depuis l'ouest. Les 12 contacts viennent du nord-est. Il saisit le téléphone vers le commandant de la batterie à 3h20 et 14 secondes. Commandant, 12 petits contacts, relèvement 031 depuis votre position, altitude estimée 80 mètres, vitesse compatible avec un drone de classe Lyoti, approche par le nord-est. Le commandant de la batterie consulte son écran à 3h20 et 19 secondes. Le relèvement 031 depuis sa position est le nord-est. La batterie fait face au sud-ouest.
Son radar de recherche effectue des rotations à 360 degrés, mais sa géométrie d'engagement est optimisée pour les vecteurs d'approche sud-ouest. Il ordonne au radar de balayer en priorité vers le nord-est à 3h20 et 24 secondes. Les premiers retours des 12 contacts apparaissent sur l'écran de la batterie à 3h20 et 31 secondes. 12 contacts, relèvement 031, distance 34 km, altitude 80 mètres, vitesse 180 km/h. Les missiles de la batterie ont une portée maximale de 250 km contre des cibles à haute altitude. Contre des cibles à 80 mètres d'altitude approchant à 34 km, la géométrie d'engagement effective est compliquée par le problème d'horizon radar qui a défini chaque engagement de drone ukrainien au cours des 18 derniers mois. À 80 mètres d'altitude, un contact à 34 km est en dessous de l'altitude de discrimination optimale du radar. Le commandant de la batterie tire 2 missiles sur les 2 contacts les plus nets à 3h20 et 44 secondes. Le premier missile atteint son point d'interception à 3h21 et 9 secondes. Le contact à ce point est descendu à 60 mètres. L'engagement avait été calculé contre une cible à 80 mètres. Le point d'interception est 14 mètres au-dessus de l'altitude réelle de la cible. Raté. Le second missile tire sur le second contact à 3h20 et 49 secondes. Touché. Un drone de tête détruit à 32 km au nord-est d'Yekaterinbourg. Il en reste 11. La batterie Pantsir couvrant l'approche nord de Novaralsk s'active à 3h21 du matin quand le centre de coordination régionale lui transmet la situation des contacts. Le Pantsir a été positionné pour défendre Novaralsk par le sud et l'ouest. Il lui est maintenant demandé d'engager des contacts par le nord-est sur un relèvement pour lequel il n'a pas été positionné de manière optimale. Le Pantsir tire 4 mini-missiles sur les 4 contacts les plus proches à 3h22 et 14 secondes au moment où ils franchissent l'enveloppe d'engagement de 15 km. 2 touchés, 2 ratés. Il reste 9 drones Liotti à moins de 12 km de Novaralsk. À 3h22 et 44 secondes, Petrenko bascule les 9 drones survivants en mode d'approche terminale préprogrammée. 12 km du combinat électrochimique de l'Oural, l'installation d'usinage de précision en oxyde de zirconium. À 12 km, à 180 km/h, les drones ont 4 minutes jusqu'à la cible. Petrenko se retire de l'équation à 12 km parce que le système de brouillage couvrant Novaralsk est actif depuis 3h21 quand le centre de coordination régionale l'a activé. Le brouillage inonde les fréquences de navigation par satellite. L'ordinateur de navigation Skynode des drones Liotti bascule du guidage satellitaire au suivi optique du terrain à 3h22 et 51 secondes, quand la qualité du signal de navigation tombe en dessous du seuil. Le Skynode lit le terrain sous les contreforts de l'Oural, le périmètre de la zone industrielle de Novaralsk, l'empreinte rectangulaire spécifique du bâtiment abritant l'installation d'usinage en oxyde de zirconium que Petrenko avait chargé dans la mémoire des Skynode à partir d'images satellites commerciales pendant ses 11 jours de planification. On peut brouiller les fréquences de navigation. On ne peut pas déplacer le combinat électrochimique de l'Oural vers un autre endroit. Le Pantsir tire ses mini-missiles restants à 3h23 du matin. 3 autres touchés. 6 drones Liotti détruits. Il en reste 3 à moins de 4 km. 3 drones armés, chacun portant une charge de 75 kg avec la navigation optique Skynode verrouillée sur l'installation d'usinage en oxyde de zirconium. Les canons automatiques du Pantsir s'activent à 3h23 et 14 secondes. 5000 coups par minute depuis 2 canons de 30 mm. Un drone détruit par le tir de canon à 1,8 km. Il en reste 2. À 3h24 du matin, le premier drone Liotti survivant percute le mur est de l'installation d'usinage de précision en oxyde de zirconium. La charge de 75 kg détonne au contact et pénètre jusqu'au plancher d'usinage. Les équipements de précision, les machines de rectification à commande numérique calibrées à des tolérances de 0,001 mm qui produisent les boîtiers de gyroscope en céramique absorbent le souffle. La céramique d'oxyde de zirconium est extraordinairement dure. Les machines qui la façonnent sont extraordinairement précises. La surpression du souffle, qui ne détruit pas le stock de céramique, détruit l'étalonnage de chaque machine sur le plancher. Une machine-outil étalonnée à 0,001 mm ne survit pas à un événement de surpression de souffle. Le second drone percute le sous-poste électrique de l'installation à 3h24 et 9 secondes. Le sous-poste alimente le système de climatisation du plancher d'usinage, qui maintient la stabilité thermique requise pour l'usinage de précision.
Sans climatisation, le plancher d'usinage ne peut pas maintenir la stabilité thermique que requiert un travail à la tolérance de 0,001 mm. L'installation n'est pas détruite, elle est neutralisée. Il y a une différence. Une installation détruite nécessite une reconstruction. Une installation neutralisée nécessite un réétalonnage, le remplacement des équipements détruits et la restauration de la climatisation. Un processus que les planificateurs industriels russes évalueront entre 4 et 8 mois. Compte tenu de la rareté des machines-outils de remplacement de précision dues aux sanctions, 4 à 8 mois de production réduite de composants de guidage de missiles pour les batteries Thor M2. Petrenko lit les confirmations d'impact à 3h24 et 14 secondes. Il rédige le journal de mission à 3h44 du matin. 12 drones Lyoti lancés. Franchissement de la frontière kazakh à 21h14. Corridor d'Orenbourg à 23h14. Col de Verkuria à 3h14. Premier contact radar solaire à 3h20 et 31 secondes. Un drone perdu, missile raté à 14 mètres. 2 drones perdus, première salve de mini-missiles Pantsir. 3 drones perdus, seconde salve de mini-missiles Pantsir. Un drone perdu, tir de canon à 1,8 km. 2 impacts confirmés. Installation d'usinage en oxyde de zirconium et sous-poste électrique. Installation neutralisée. Il ajoute 5 lignes qui ne figurent pas dans le journal de mission standard. L'Oural a signifié à l'abri d'une attaque étrangère pendant 214 ans. À l'abri de Napoléon, à l'abri de Hitler. L'expression derrière l'Oural signifiait que les usines pouvaient continuer à tourner, que les armes pouvaient continuer à affluer, que la guerre pouvait être surmontée. 12 drones ont franchi l'Oural depuis l'Est cette nuit, parce que le Kazakhstan partage 7600 km de frontière avec la Russie, et que la doctrine frontalière russe allouait les moyens de surveillance sur la base d'évaluation de probabilité de menace datant de 2019. Et en 2019, personne n'évaluait la probabilité de drones ukrainiens pénétrant en Russie depuis le Kazakhstan comme autre chose que négligeable. L'installation d'usinage en oxyde de zirconium ne produira pas de composants de guidage pour les Thor M2 pendant 4 à 8 mois. Les batteries Thor M2 qui défendent contre les drones ukrainiens tireront leur stock restant de missiles pendant ces mois. Chaque missile tiré est un missile de plus vers un stock qui se reconstitue moins vite qu'il se dépense. L'Oural est toujours là. Il n'est plus la frontière orientale de la sécurité. Ce qui frappe dans cette histoire, au fond, c'est moins la prouesse technique que la logique implacable de la planification. 11 jours pour trouver la seule fissure dans un système construit sur 2 siècles de certitude géographique. On peut se demander si une telle certitude, la conviction que certaines frontières sont intouchables par nature, ne représente pas dans n'importe quel domaine la vulnérabilité la plus difficile à voir, précisément parce qu'elle n'a jamais été remise en question.